C'est au Musée d'art et d'histoire de Genève que l'on peut découvrir la première rétrospective jamais exposée de Jean-Pierre Saint-Ours. Peintre d'histoire néoclassique, Saint-Ours est un artiste méconnu, dont les trésors évoquent avec sensibilité l'extraordinaire foyer intellectuel et artistique que fut Genève au temps des Lumières. Artiste prolifique, Saint-Ours est à l'image de son œuvre qui possède toujours une double identité, une signification plus profonde qu'elle n'y paraît. Ses peintures sont le reflet de son âme hybride, attachée aux questions concrètes, tout en peignant des tableaux empreints de rêve et d'idéalisme. Saint-Ours est de ces peintres qui sont à l'image de leur temps, à l'image d'une période nostalgique et respectueuse d'un héritage antique, autant que le reflet d'une époque tournée vers la modernité. Conscient de la force cachée des images, il a constamment recours aux subtilités du symbole et de l'allégorie dans ses tableaux d'histoire. Saint-Ours a réalisé 4 autoportraits que nous montrons dans l'entrée pour que nos visiteurs se familiarisent immédiatement avec cette figure qui est, il faut bien le dire, pas extrêmement connue. Les 4 autoportraits le montrent dans 4 techniques différentes. On a le portrait du tout jeune apprenti dessinateur qui se guette, qui essaie de cerner ses traits et de maîtriser la technique. Un autre autoportrait à la grisaille, à la pierre noire, qui est absolument magnifique parce qu'il regarde fixement la planche, le miroir, et que du coup il nous regarde, nous visiteurs, très très fixement, droit dans les yeux, très joli, très très fin, avec un regard très pointu, très acéré, un côté, façon d'être un peu étonné de cette espèce de cette idée d'un destin qui se dessine devant lui, celui d'être un peintre, et ça n'est pas évident de s'engager dans la voie d'artiste. Ensuite, on a un autre autoportrait plus rond qui nous regarde un petit peu de haut, avec non pas du dédain, vraiment pas du tout, mais une manière peut-être de dire « je suis peintre, j'y suis arrivé ». Et il se présente d'ailleurs avec un carton à dessin et avec un stylet à la main, expliquant que, ben voilà, il est peintre, il est un artiste, plus ou moins reconnu, et puis ce dernier qui porte à la fois l'emblème de son engagement politique et puis en même temps la trace d'une fatigue qui est très sensible, très, très touchante. Ne disposant pas à Genève d'une formation artistique suffisamment approfondie, Saint-Ours se dirige vers Paris et intègre les Beaux-Arts. Il commence sa formation dans l'atelier de Joseph-Marie Vien, aux côtés de Vincent et de David. Les tableaux qu'il réalise sont d'une maîtrise technique indéniable et se détournent sensiblement du rococo. Ils arborent également le reflet dissimulé de l'opinion politique de Saint-Ours. Les tableaux qu'il réalise à Rome, à ce moment-là, sont des tableaux qui montrent la maturité d'un artiste qui a fini sa formation, qui est allé étudier les monuments antiques, les grandes œuvres classiques de l'Antiquité. On a des dessins de ces sculptures, l'Apollon du Belvédère, le Laocoon, et qui propose un ensemble de grands tableaux très très classiques, composition en frise, maîtrise des sentiments, comme on en présente 3 dans l'exposition qui sont vraiment importants, comme le choix des enfants de Sparte, les mariages germains ou les Jeux olympiques, 3 sujets qui sont pris chez les auteurs classiques et qui sont à la fois des réflexions sur ce que les auteurs ont pu proposer comme narration et en même temps, derrière, si on y prend attention, on peut voir des métaphores de l'époque dans laquelle il vit. Homme de lettres profondément marqué par la pensée philosophique de Rousseau et soucieux de respecter l'usage classique de l'art, Saint-Ours suit scrupuleusement les règles que lui enseigna l'Académie des Beaux-Arts. Ainsi, la représentation de la nature que donne à voir Saint-Ours à travers ses peintures évoque une vérité idéale, comme les images d'une société rêvée. On voit l'intérêt de Saint-Ours pour Rousseau. D'abord, il a fait des portraits posthumes du philosophe. Il a illustré un des romans de Rousseau, le Lévite d'Éphraïm. Ça lui a pris beaucoup de temps dans sa carrière. Il voulait même en faire une édition illustrée. Et puis, il est le contemporain de ce moment
où l'intérêt pour la nature commence un petit peu à basculer. Tout à coup, on ne voit plus le paysage comme un exemple de ce que pouvait être la nature au temps des Grecs et des Romains, mais quelque chose qui vaut en tant que tel. Et donc on glisse aussi au moment de Saint-Ours, et Saint-Ours y participe, avec cette idée que la nature a quelque chose d'éternel et qu'elle est le reflet des sentiments de l'homme et qu'elle l'accompagne et que l'homme doit vivre en harmonie avec celle-ci. Et on voit cette relation poindre de façon très belle et très touchante, comme dans le portrait de Monsieur Mallet, où on a un homme allongé sur un petit terre-plein à côté d'un arbre, devant le lac de Genève, où on se dit qu'il est en méditation, en rêverie, comme le promeneur solitaire de Rousseau. Après la Révolution genevoise de 1792, Saint-Ours devient député en Suisse. Il occupera cette position pendant 3 ans. Cependant, il est profondément choqué par les événements de la Terreur et il décide en 1796 d'abandonner toute responsabilité publique et se consacre exclusivement à la peinture. Déçu dans ses espoirs d'une société plus juste et harmonieuse, la nature dans ses peintures devient menaçante et titanesque, une nature face à laquelle l'humanité est impuissante. La nature est là aussi pour être la métaphore des errances des hommes quand eux, ils ne sont plus gouvernés par la raison. Et donc c'est ce que montre un tableau comme le tremblement de terre, qui est inspiré d'un fait contemporain, puisqu'il y a eu le tremblement de terre à Messine quelques années auparavant, et qui avait beaucoup choqué les contemporains de Saint-Ours, et Saint-Ours bien entendu. Mais en même temps, ce tremblement de terre montre que à un moment, la vie de l'homme peut vaciller et que éventuellement la nature va dicter sa loi. On peut voir que ce qui bouleverse Saint-Ours au tournant des XVIIIe et XIXe siècles sont des choses qui nous bouleversent nous aussi également. La nature qui ne va pas bien, qui le manifeste, avec des tempêtes, avec des raz-de-marée, des tsunamis, et puis une population qui erre. Nous avons ces mouvements de migrants, et qu'est-ce que représente le tremblement de terre? Une famille qui est obligée de fuir parce que tout son monde s'écroule. Et c'est ça qui est très beau dans l'œuvre de Saint-Ours, c'est que ces préoccupations d'hommes et d'artistes de la fin du XVIIIe siècle font résonance et écho à ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés. Au bout du voyage, la dernière œuvre de Saint-Ours, qui s'élève comme un fier postulat, témoigne de son optimisme triomphant et de sa croyance inébranlable en une société qui sera peut-être enfin harmonieuse. Le triomphe de la beauté s'inspire de ça d'un texte de Montaigne qui parlait de la façon dont on a réalisé la Vénus de Cnide, la grande représentation de la beauté idéale. Donc il y a cette quête de l'idéal, de la beauté idéale qu'il poursuit pendant toute sa vie et qu'il matérialise dans cette dernière œuvre, comme si à la fois il ne l'avait pas atteint, puisqu'il est toujours en train de la poursuivre, et comme si en même temps, peut-être il était en train de l'atteindre avec cette œuvre ultime du triomphe de la beauté. Effectivement, il y a quelque chose de très beau et de très utopique, sans doute, à penser, et de très moderne, j'espère, que l'artiste a sa parole à avoir et à faire entendre de la société, et que si jamais on prône dans les tableaux, dans les dessins, la vertu, la dignité, la tempérance, eh bien, il faut aussi les faire entendre, ces vertus, dans la société. Visionnaire et profondément humain, le peintre suisse a marqué à sa manière, politiquement et artistiquement, toute l'Europe des Lumières.